Le brouillard taillait l'air glacial au plus profond de la forêt de Hürtgen, en Allemagne. Nous étions le 15 novembre 1944. L'hiver resserrait son étreinte glaciale et l'enfer vert de Hürtgen devenait un cauchemar encore plus impénétrable. Chaque arbre, chaque buisson semblait dissimuler une menace mortelle. Les sons lointains de moteurs lourds et de tirs étouffés formaient la bande-son constante d'une bataille qui semblait ne jamais finir. Ce jour funeste, au cœur de ce labyrinthe de mort, le sergent Frank Stone Miller, un conducteur de char ayant la réputation de fou de pierre, tête brûlée ou casse-cou en français, était sur le point de défier toutes les règles de la guerre. Son idée? Inverser la logique de la bataille, faire dos à l'ennemi avec son Sherman et se battre d'une manière que personne n'avait jamais imaginée. Une stratégie que tous avaient rejetée, que ses supérieurs considéraient comme suicidaire, mais qui, en 10 minutes de fureur et de métal, allait changer à jamais la perception de la guerre des chars. Rester jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. La forêt de Hürtgen, en Allemagne, était un hachoir à viande. Depuis septembre 1944, les forces alliées tentaient désespérément d'avancer à travers cette dense et labyrinthique masse d'arbres, mais chaque mètre était conquis à un coût terrible. Le problème principal était la forêt elle-même. Un maillage dense de conifères, de profondes vallées et un terrain irrégulier qui annulait la supériorité aérienne alliée et transformait les chars en cibles faciles. Les haies du bocage normand étaient un problème, mais Hürtgen était un enfer à une échelle bien plus grande. Les sentiers étroits et boueux forçaient les blindés à se déplacer en file indienne, exposant leurs flancs et leurs arrières vulnérables aux canons anti-chars allemands et aux redoutables chars Tiger, presque invulnérables. C'était une menace mortelle qui saignait à blanc les forces alliées, écrasant le moral et retardant l'avance cruciale vers le cœur de l'Allemagne. Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement. Les assauts frontaux étaient repoussés avec de lourdes pertes. L'artillerie était inefficace contre des cibles bien camouflées dans l'épaisseur de la forêt. L'infanterie, sans soutien blindé adéquat, était massacrée. Les commandants étaient désespérés, cherchant le moindre avantage, mais prisonniers de tactiques qui ne fonctionnaient tout simplement pas sur ce terrain perfide. Les chars Sherman, bien que nombreux, étaient considérés comme inférieurs aux tigres allemands en termes de blindage et de puissance de feu, et la forêt exacerbait ce désavantage, en faisant des proies faciles. Chaque jour, plus d'hommes et de machines étaient perdus, et la promesse d'une fin rapide à la guerre semblait s'évanouir dans le brouillard glacial de Hürtgen. La situation était critique, et le besoin d'une solution radicale était plus urgent que jamais. Frank Stone Miller n'était ni un stratège de guerre, ni un officier de haut rang. Il était conducteur de char, un homme de fer et de cambouis, né et élevé dans les rues dures de Chicago, Illinois. Avant la guerre, Frank travaillait dans un garage, réparant des voitures et des camions, développant une intuition presque surnaturelle pour la mécanique. Il n'avait aucune accréditation formelle en tactique militaire ou en ingénierie avancée, seulement des années d'expérience pratique au volant d'un Sherman, ressentant chaque vibration, chaque grincement de la machine. C'est cette expérience viscérale qui lui a permis d'identifier le problème de Hürtgen sous un angle différent. Ce n'était pas seulement une question de puissance de feu ou de blindage, mais de mobilité et de vulnérabilité. Frank remarqua que lors des reculs ou des manœuvres dans des espaces restreints, les chars Sherman exposaient souvent leurs arrières, qui étaient plus fins et moins protégés. Cependant, il réalisa aussi que l'arrière, avec son moteur et son système d'échappement, offrait un blindage secondaire et, paradoxalement, une zone où une attaque directe pouvait être moins catastrophique qu'un impact précis sur la tourelle ou les côtés plus minces. Ses collègues et commandants, bien sûr, l'appelaient le fou. « Miller, tu es complètement dingue » riait-il. « Te battre dos à l'ennemi, c'est du suicide. » Mais Frank, avec son entêtement légendaire, n'en avait cure. Il avait vu trop de Sherman détruits de manière conventionnelle. Peut-être, pensait-il, que la manière conventionnelle était le véritable suicide. L'idée qui avait germé dans son esprit, alors qu'il essayait de dégager son char pour la 10e fois, était simple, brutale et complètement folle. Utiliser l'arrière du Sherman comme une sorte de bouclier improvisé, tout en manœuvrant pour présenter le canon là où l'ennemi s'y attendait le moins. La stratégie d'inversion de marche de Miller était plus qu'une idée, c'était une philosophie de combat. Il conçut l'idée en observant un Tiger allemand, impitoyable et imposant, écraser un Sherman de son peloton.
Le Tiger, avec son blindage frontal presque impénétrable, était une forteresse mobile. Mais, comme tout géant, il avait ses points faibles. Le conducteur de char tête brûlée réalisa que dans l'épaisseur de la forêt, la manœuvrabilité était plus importante que le blindage frontal pur. Son idée était simple en théorie, mais radicale en pratique. Au lieu d'avancer de front, exposant la partie la plus blindée du char, il proposait de reculer pour le combat en utilisant le blindage arrière, plus robuste que les côtés, comme un bouclier initial, et les chenilles du char comme un moyen de manœuvre imprévisible. Il soutenait qu'en se déplaçant en marche arrière, le Sherman pourrait présenter un profil plus petit et plus difficile à atteindre rapidement, surtout sur un terrain irrégulier. De plus, le blindage arrière, bien que moins épais que le frontal, était plus résistant que les côtés, et le moteur lui-même fournirait une couche de protection supplémentaire contre les projectiles plus petits. La véritable génialité, cependant, résidait dans la tactique offensive. Au lieu d'engager frontalement, il manœuvrerait le char en marche arrière jusqu'au dernier instant, puis, avec un virage brusque, présenterait le canon principal pour un tir fatal sur le flanc ou l'arrière du Tiger, qui serait le plus vulnérable. Il avait besoin d'une opportunité, d'un moment de surprise. L'idée, au début, n'était qu'une conversation au coin du feu, une rêverie d'un homme épuisé par la guerre. Mais dans son esprit, la graine d'une révolution était plantée. Les matériaux pour cette innovation étaient des plus basiques, le char Sherman lui-même, la forêt comme son théâtre, et son propre courage et instinct de survie. Il n'y avait pas de pièces spéciales, ni de modifications complexes. C'était une innovation tactique, purement opérationnelle. Le processus de construction était mental, un plan détaillé qu'il a répété maintes fois dans sa tête. Visualisant chaque mouvement, chaque virage, chaque tir, il tenta d'expliquer sa tactique à ses commandants. « Sergent Miller, vous suggérez que nous tournions le dos à l'ennemi ?» demanda le capitaine Davis, le visage pâle d'incrédulité. « C'est une invitation à la mort. L'arrière du Sherman est une cible facile pour n'importe quel Panzerfaust, sans parler d'un Tiger. » Miller essaya d'argumenter, expliquant la logique du blindage secondaire du moteur, l'imprévisibilité du mouvement en marche arrière, la chance d'un tir latéral décisif. Mais l'idée était si radicale, si contre-intuitive, qu'elle fut accueillie avec rien d'autre que du scepticisme et des ordres sévères de ne pas tenter une telle folie. « Vous allez vous tuer, vous et votre équipage, Miller, et je ne l'aurai pas sur la conscience, » vociféra le major Thompson. « Suivez simplement le protocole, avancez avec les autres. » Mais Miller savait que le protocole tuait ses amis. Il croyait avoir trouvé une brèche, un angle mort dans l'arrogance des tigres allemands. Les risques étaient immenses. L'échec signifierait une mort certaine, mais l'alternative était la défaite continue. Il était prêt à tester sa théorie, avec ou sans la permission de ses supérieurs. L'opportunité n'attendait que de se présenter, et cette opportunité n'allait pas tarder à se manifester, au milieu de l'enfer qu'était la forêt de Hurtgen. La chance, ou le destin, était sur le point de mettre le sergent Miller et sa folie à l'épreuve contre la menace blindée la plus formidable que les Alliés affrontaient. La persistance de Frank, malgré toute l'opposition, était un témoignage de sa conviction inébranlable que la guerre exigeait plus que de simplement suivre des ordres. Elle exigeait de l'innovation, même si elle était folle, et il était sur le point de le prouver d'une manière que personne n'oublierait jamais. Et cette opportunité n'allait pas tarder à se manifester, au milieu de l'enfer qu'était la forêt de Hurtgen. La chance ou le destin était sur le point de mettre le sergent Miller et sa folie à l'épreuve, contre la menace blindée la plus formidable que les Alliés affrontaient. La persistance de Frank, malgré toute l'opposition, était un témoignage de sa conviction inébranlable que la guerre exigeait plus que de simplement suivre des ordres. Elle exigeait de l'innovation, même si elle était folle, et il était sur le point de le prouver d'une manière que personne n'oublierait jamais. Chaque jour qui passait, la frustration de Miller grandissait. Il voyait ses camarades mourir, ses chars être incendiés, tout cela parce qu'ils étaient prisonniers de tactiques obsolètes pour ce terrain. Les échecs initiaux n'étaient pas seulement les tirs manqués ou les manœuvres maladroites. C'étaient les Sherman détruits l'un après l'autre, les vies perdues, alors que les commandants insistaient sur une approche qui ne fonctionnait pas. Il essayait, dans les rares pauses du combat, de pratiquer la manœuvre en marche arrière, de sentir le poids du Sherman, la réponse des chenilles, la difficulté d'aligner le canon tandis que le char reculait. Son équipage, initialement sceptique, commença à remarquer l'intensité dans ses yeux. « Stone,
Tu vas nous faire tuer avec ton idée de faire pivoter le char en plein combat, s'exclama le tireur, le caporal Jenkins une fois, alors que Miller effectuait une marche arrière brusque sur un champ d'entraînement improvisé. C'est plus facile de viser de face. Et combien de faces avons-nous vu partir en fumée, Jenkins? Répliqua Miller, la sueur coulant sur son visage. Nous allons y arriver, ou nous mourrons en essayant d'une manière différente. La pression du temps était écrasante. Chaque minute signifiait plus de pertes, plus de terrain perdu, plus de morale en déclin. Les limites techniques du Sherman pour cette manœuvre étaient évidentes. La visibilité en marche arrière était exécrable, exigeant une coordination parfaite avec le chef de tourelle. Le viseur du canon n'était pas conçu pour des tirs rapides après une inversion de mouvement aussi drastique. Mais Miller voyait cela non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis à surmonter par la pratique et la synchronisation de l'équipe. Il entraîna son équipage sans relâche, même sous le regard désapprobateur des officiers qui le considéraient comme une dangereuse distraction. Les rejets persistaient. Lors d'une réunion tendue, le colonel Harding, un vétéran endurci, regarda Miller avec mépris. « Sergent, j'apprécie votre initiative, mais nous n'avons pas le temps pour des expériences sur le champ de bataille. Suivez les ordres, maintenez la ligne, avancez quand on vous le dit. » Sa voix était froide comme l'hiver de Hurtgen. Miller sentit un nœud dans la gorge. Il savait qu'il risquait la cour martiale, ou pire, mais il savait aussi qu'il avait raison. La persistance de Frank n'était pas de l'entêtement aveugle, c'était une conviction forgée dans l'observation et l'expérience. Il croyait que la guerre, surtout à Hurtgen, ne pouvait être gagnée avec des tactiques de manuel. Il fallait quelque chose de disruptif, quelque chose que l'ennemi n'attendait pas. Et l'ennemi n'allait pas tarder à se montrer. La matinée du 15 novembre 1944 se leva avec un brouillard encore plus dense, presque palpable. Le peloton de Miller fut envoyé en mission de reconnaissance et de soutien à l'infanterie, qui était coincée sous un feu nourri. Le sentier était un bourbier glissant, les arbres hauts et sombres formaient un corridor claustrophobe. La tension était presque insupportable. Soudain, un rugissement grave coupa le silence, le son incomparable du moteur d'un Tiger. Pas un, mais deux. Ils étaient piégés. « Des tigres devant, 2 d'entre eux !» cria le chef de tourelle, le sergent Peterson, la voix étouffée par la panique. « Ils arrivent par la piste principale. On ne peut aller nulle part. » Le cœur de Miller martelait dans sa poitrine. C'était le moment. Ce scénario cauchemardesque, celui qu'il avait imaginé tant de fois, était maintenant réel. Devant, la mort certaine. À l'arrière, peut-être une chance. Il regarda son équipage, Jenkins, Peterson et le chargeur, le soldat Evans. La peur dans leurs yeux, mais aussi une étincelle de confiance en ce fou de pierre qui les avait entraînés pour l'impossible. « Préparez-vous !» cria Miller, sa voix étonnamment calme. « On va faire à ma manière, marche arrière. Vite !» La radio grésilla avec la voix hystérique du capitaine Davis. « Miller, qu'est-ce que vous faites? Avancez! Avancez !» Mais Frank était déjà aux commandes. Avec une secousse, le Sherman de Miller commença à reculer, non pas en fuyant, mais en se positionnant. Les bruits des tigres devenaient plus forts, plus menaçants. L'équipage, contre son instinct, contre toutes les règles, obéit. C'était une danse mortelle, un acte de désespoir et de génie qui ne faisait que commencer. La forêt semblait retenir son souffle, attendant de voir si la folie d'un seul homme pouvait, d'une manière ou d'une autre, réécrire les règles de la guerre. La forêt semblait retenir son souffle, attendant de voir si la folie d'un seul homme pouvait, d'une manière ou d'une autre, réécrire les règles de la guerre. Le Sherman de Miller, avec son moteur rugissant furieusement en marche arrière, glissait sur la piste boueuse. Les arbres semblaient se refermer, et le brouillard, auparavant une nuisance, était maintenant un allié, obscurcissant légèrement la vue. « Peterson, gardez les yeux ouverts. Jenkins, préparez le canon. Evans, tenez-vous prêt à charger !» commanda Miller, sa voix un fil d'acier. Le premier Tiger émergea du brouillard. Une ombre colossale d'acier, son canon de 80 mm pointé vers l'avant, cherchant une proie facile. Il s'attendait à un Sherman avançant, exposant son blindage frontal. Mais ce qu'il vit fut un Sherman reculant, ses chenilles soulevant la boue, présentant son arrière de manière inattendue. Le commandant du Tiger hésita un instant crucial. Qu'était-ce que cela? Une retraite désordonnée? Une erreur? Cette fraction de seconde était tout ce dont Miller avait besoin. Tandis que le Tiger ajustait sa visée, le Sherman de Miller, avec une manœuvre brusque et presque acrobatique,
pivota sur lui-même, propulsé par les chenilles qui patinaient dans la boue. Dans un mouvement rapide et répété 1000 fois dans l'esprit de Miller, le flanc du Tiger, moins blindé, fut exposé. « Feu, Jenkins, maintenant !» hurla Miller. Le canon de 75 mm du Sherman rugit, un éclair aveuglant dans le brouillard. Le projectile perforant frappa le flanc du Tiger avec une force brutale. Un bruit métallique assourdissant résonna dans la forêt, suivi d'une explosion secondaire qui fit trembler la terre. De la fumée noire et du feu commencèrent à jaillir du géant d'acier. Le premier Tiger était mortellement touché, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Le second Tiger, alerté par le son de l'explosion, avançait déjà, son moteur hurlant. Il avait appris de l'erreur du premier. Cette fois, l'ennemi n'hésiterait pas. « Il sait ce qu'on fait maintenant !» cria Peterson, la voix pleine d'adrénaline. « Il va nous flanquer !» Miller l'avait déjà anticipé. Le premier Tiger fumant encore, il exécuta une autre manœuvre en marche arrière, cette fois plus calculée, utilisant un grand arbre abattu comme couverture partielle. Le Sherman recula de nouveau, présentant son arrière, attirant le Tiger dans une poursuite qui semblait suicidaire. Le Tiger avança, son commandant confiant d'écraser le Sherman lâche qui lui tournait le dos. Mais Miller ne fuyait pas. Il tendait un piège. Tandis que le Tiger se rapprochait, essayant de flanquer le Sherman, Miller attendit le moment exact où le terrain irrégulier de la forêt ferait exposer un point vulnérable au char ennemi. « Attends, attends !» murmurait Miller pour lui-même, les yeux fixés sur le rétroviseur improvisé qu'il avait installé. Le canon du Tiger tira, le projectile sifflant dangereusement près de la tourelle du Sherman, mais sans atteindre. Le blindage frontal du Tiger était impénétrable, mais ses flancs... « Maintenant !» hurla Miller. Avec un pivot encore plus rapide et violent que le précédent, le Sherman de Miller, utilisant l'inertie du mouvement inverse, tourna à nouveau, présentant son canon principal directement vers le compartiment moteur du second Tiger, qui était momentanément exposé tandis que le char ennemi tentait de se réaligner. Jenkins, avec la précision d'un tireur d'élite, fit feu. L'impact fut dévastateur. Le projectile pénétra le blindage arrière du Tiger, atteignant le moteur et les réservoirs de carburant. Une explosion massive, bien plus grande que la première, engloutit le géant allemand dans une boule de feu et de fumée. En moins de 10 minutes, 2 des chars les plus redoutés de la Wehrmacht avaient été transformés en ferraille fumante. Un silence momentané plana sur la forêt, brisé seulement par le crépitement des flammes et le bruit lointain de la bataille ailleurs. À l'intérieur du Sherman, l'équipage était sous le choc. « On a réussi, Stone !» balbutia Peterson, les yeux écarquillés, la panique remplacée par une euphorie incrédule. « 2 tigres, en 10 minutes. Vous êtes un génie, espèce de fou. » Jenkins et Evans riaient et pleuraient en même temps, tapant dans le dos de Miller qui était épuisé, mais arborait un sourire victorieux. Il avait prouvé sa théorie, non pas aux généraux, mais à lui-même et à son équipage. Il avait inversé la logique de la bataille et survécu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'infanterie alliée, qui était coincée sous le feu nourri, fut témoin de l'exploit de ses propres yeux. Ils virent le Sherman de Miller, ce « fou de pierre », affronter et détruire 2 tigres, des monstres qui avaient terrorisé tout le monde. Les soldats qui craignaient auparavant les chars ennemis regardaient maintenant le Sherman de Miller avec une nouvelle révérence. Le capitaine Davis, qui avait réprimandé Miller à la radio quelques instants auparavant, s'approcha du char avec une expression mêlant choc, admiration et une pointe de honte. « Miller, qu'est-ce que diable? Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, sa voix un murmure. « Vous avez vraiment réussi. » Le sergent Miller hocha simplement la tête, enlevant son casque, les cheveux salis par la graisse et la sueur. « J'ai dit que ça marcherait, capitaine, » répondit-il, la voix rauque. L'essai au combat avait été un succès retentissant, un miracle tactique dans l'enfer de Hurtgen. La folie de Miller n'a pas seulement sauvé son char et son équipage, elle a ouvert une voie pour l'avance de l'infanterie qui stagnait. Ce jour, le 15 novembre 1944, ne serait pas oublié. La leçon était claire. L'innovation, aussi radicale qu'elle puisse paraître, peut être la seule issue lorsque les règles conventionnelles échouent. Et l'impact de cette leçon commençait à peine à se répercuter sur tout le front de l'Ouest. Ce jour, le 15 novembre 1944, ne serait pas oublié. La leçon était claire. L'innovation, aussi radicale qu'elle puisse paraître, peut être la seule issue lorsque les règles conventionnelles échouent.
Et l'impact de cette leçon commençait à peine à se répercuter sur tout le front de l'Ouest. L'histoire du sergent Stone Miller et de ses 10 minutes de fureur et de génie se répandit comme un incendie dans la forêt sèche de Hurtgen. Il ne fallut pas longtemps pour que les murmures de « le fou qui a tourné son char et détruit 2 tigres » deviennent des cris d'admiration et d'incrédulité. Les hommes de l'infanterie qui avaient vu leurs camarades se faire déchiqueter par les blindés allemands regardaient Miller avec un mélange de révérence et de gratitude. Il n'était pas seulement un conducteur de char, il était la preuve vivante que l'impossible pouvait être accompli. Le capitaine Davies, qui l'avait réprimandé auparavant, était maintenant visiblement ébranlé. « Miller, vous venez de réécrire le manuel, » bégaya-t-il, regardant toujours les squelettes fumants des tigres. « Je dois le signaler. Immédiatement. » Mais le chemin vers la reconnaissance officielle ne serait pas facile. La bureaucratie militaire, avec sa rigidité et son attachement au protocole, n'acceptait pas facilement la folie d'un sergent. Les rapports initiaux furent accueillis avec scepticisme, voire mépris. Un Sherman détruisant 2 tigres en 10 minutes, en marche arrière, c'est de la propagande bon marché, grommela un général dans un quartier général lointain. L'idée qu'un conducteur de char sans accréditation formelle ait pu découvrir une tactique aussi révolutionnaire était presque offensante pour les stratèges. Pourtant, la preuve était indéniable. Les épaves des tigres étaient là, avec les marques d'impact sur les flancs et les arrières, exactement comme Miller l'avait prédit. Et plus important encore, l'infanterie avait réussi à avancer de manière significative dans cette section de la forêt, un exploit qui semblait impossible quelques heures auparavant. Le capitaine Davis, désormais un fervent défenseur de la tactique de Miller, travailla sans relâche pour que l'histoire parvienne aux bonnes oreilles. Il savait qu'il avait besoin d'un officier de haut rang ayant une vision pour surmonter la résistance initiale. Cet officier apparut sous la figure du général Patton, connu pour son esprit peu conventionnel et sa disposition à enfreindre les règles pour la victoire. Patton, entendant les récits exagérés et les sceptiques, décida d'envoyer une équipe d'enquête. Ce qu'ils trouvèrent choqua tout le monde. Non seulement l'histoire de Miller était vraie, mais la simplicité et l'efficacité brutale de sa tactique étaient évidentes. La stratégie d'inversion de marche n'était pas un coup de chance, c'était une réponse logique à un problème tactique insoluble. À partir de ce moment, l'opposition commença à céder. La nécessité est la mère de l'invention, et Hurtgen exigeait de l'invention. La nouvelle parvint au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Shaef, le général Dwight D. Eisenhower, conscient des pertes alarmantes à Hurtgen et de la stagnation du front, reçut le rapport avec un mélange de stupeur et d'espoir. « Un sergent? Un conducteur de char ?» demanda-t-il, examinant les photographies des tigres détruits. « Et il a tourné le char pour se battre dos à l'ennemi ?» L'idée, bien qu'initialement absurde, prenait un sens macabre face à la réalité de Hurtgen. Si les tigres étaient invulnérables de face, pourquoi ne pas attaquer leurs points faibles, même si cela signifiait défier la logique militaire? Eisenhower, toujours pragmatique, vit le potentiel. Il ne commanda pas 5000 exemplaires immédiatement, mais ordonna que la tactique de Miller soit étudiée et, si elle était viable, mise en œuvre dans d'autres unités de chars opérant en terrain dense. À partir de ce jour, la stratégie d'inversion de marche commença à être enseignée, initialement avec beaucoup de résistance et de scepticisme, mais ensuite avec des résultats de plus en plus prometteurs. Les pelotons de chars Sherman, auparavant des proies faciles, commencèrent à surprendre les tigres et panthères allemands qui ne s'attendaient pas à être attaqués de manière aussi hétérodoxe. Le taux de perte des Sherman dans la forêt de Hurtgen commença à diminuer, et le moral des troupes alliées, auparavant en lambeaux, reçut un coup de pouce vital. L'impact fut spectaculaire. Bien que difficile à quantifier en chiffres exacts, des estimations ultérieures suggérèrent que la tactique de Miller sauva des centaines, peut-être des milliers de vies alliées, en permettant aux chars Sherman, auparavant considérés comme inférieurs, d'affronter et de détruire des blindés allemands supérieurs en combat direct. La folie de Miller n'a pas seulement chamboulé la logique de la bataille, elle a inversé la vapeur à Hurtgen, contribuant à l'avance lente mais constante qui a finalement conduit à la rupture des défenses allemandes dans la forêt. La leçon de Frank Stone Miller a résonné au-delà des tranchées.
En temps de crise, les solutions les plus inattendues peuvent venir des endroits les plus improbables, défiant la sagesse conventionnelle et redéfinissant ce qui est possible. La guerre était encore loin d'être terminée, mais un conducteur de char avait prouvé que l'ingéniosité humaine, même sous la forme d'une idée folle, était une arme plus puissante que n'importe quel blindage d'acier. La guerre était encore loin d'être terminée, mais un conducteur de char avait prouvé que l'ingéniosité humaine, même sous la forme d'une idée folle, était une arme plus puissante que n'importe quel blindage d'acier. L'histoire du sergent Stone Miller et de ses 10 minutes de fureur et de génie se répandit comme un incendie dans la forêt sèche de Hürtgen. Il ne fallut pas longtemps pour que les murmures de « le fou qui a tourné son char et détruit 2 tigres » deviennent des cris d'admiration et d'incrédulité. Les hommes de l'infanterie qui avaient vu leurs camarades se faire déchiqueter par les blindés allemands regardaient Miller avec un mélange de révérence et de gratitude. Il n'était pas seulement un conducteur de char, il était la preuve vivante que l'impossible pouvait être accompli. Le capitaine Davies, qui l'avait réprimandé auparavant, était maintenant visiblement ébranlé. « Miller, vous venez de réécrire le manuel, » bégaya-t-il, regardant toujours les squelettes fumants des tigres. « Je dois le signaler. Immédiatement. » Mais le chemin vers la reconnaissance officielle ne serait pas facile. La bureaucratie militaire, avec sa rigidité et son attachement au protocole, n'acceptait pas facilement la folie d'un sergent. Les rapports initiaux furent accueillis avec scepticisme, voire mépris. Un Sherman détruisant 2 tigres en 10 minutes, en marche arrière, c'est de la propagande bon marché, grommela un général dans un quartier général lointain. L'idée qu'un conducteur de char sans accréditation formelle ait pu découvrir une tactique aussi révolutionnaire était presque offensante pour les stratèges. Pourtant, la preuve était indéniable. Les épaves des tigres étaient là, avec les marques d'impact sur les flancs et les arrières, exactement comme Miller l'avait prédit. Et plus important encore, l'infanterie avait réussi à avancer de manière significative dans cette section de la forêt, un exploit qui semblait impossible quelques heures auparavant. Le capitaine Davis, désormais un fervent défenseur de la tactique de Miller, travailla sans relâche pour que l'histoire parvienne aux bonnes oreilles. Il savait qu'il avait besoin d'un officier de haut rang ayant une vision pour surmonter la résistance initiale. Cet officier apparut sous la figure du général Patton, connu pour son esprit peu conventionnel et sa disposition à enfreindre les règles pour la victoire. Patton, entendant les récits exagérés et les sceptiques, décida d'envoyer une équipe d'enquête. Ce qu'ils trouvèrent choqua tout le monde. Non seulement l'histoire de Miller était vraie, mais la simplicité et l'efficacité brutale de sa tactique étaient évidentes. La stratégie d'inversion de marche n'était pas un coup de chance, c'était une réponse logique à un problème tactique insoluble. À partir de ce moment, l'opposition commença à céder. La nécessité est la mère de l'invention, et Hürtgen exigeait de l'invention. La nouvelle parvint au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Chaef, le général Dwight D. Eisenhower, conscient des pertes alarmantes à Hürtgen et de la stagnation du front, reçut le rapport avec un mélange de stupeur et d'espoir. « Un sergent? Un conducteur de char ?» demanda-t-il, examinant les photographies des tigres détruits. « Et il a tourné le char pour se battre dos à l'ennemi ?» L'idée, bien qu'initialement absurde, prenait un sens macabre face à la réalité de Hürtgen. Si les tigres étaient invulnérables de face, pourquoi ne pas attaquer leurs points faibles, même si cela signifiait défier la logique militaire? Eisenhower, toujours pragmatique, vit le potentiel. Il ne commanda pas 5000 exemplaires immédiatement, mais ordonna que la tactique de Miller soit étudiée et, si elle était viable, mise en œuvre dans d'autres unités de chars opérant en terrain dense. À partir de ce jour, la stratégie d'inversion de marche commença à être enseignée, initialement avec beaucoup de résistance et de scepticisme, mais ensuite avec des résultats de plus en plus prometteurs. Les pelotons de chars Sherman, auparavant des proies faciles, commencèrent à surprendre les tigres et panthères allemands qui ne s'attendaient pas à être attaqués de manière aussi hétérodoxe. Le taux de perte des Sherman dans la forêt de Hürtgen commença à diminuer, et le moral des troupes alliées, auparavant en lambeaux, reçut un coup de pouce vital. L'impact fut spectaculaire. Bien que difficile à quantifier en chiffres exacts, des estimations ultérieures suggérèrent que la tactique de Miller sauva des centaines, peut-être des milliers de vies alliées, en permettant aux chars Sherman, auparavant considérés comme inférieurs,
d'affronter et de détruire des blindés allemands supérieurs en combat direct. La folie de Miller n'a pas seulement chamboulé la logique de la bataille, elle a inversé la vapeur à Hurtgen, contribuant à l'avance lente mais constante, qui a finalement conduit à la rupture des défenses allemandes dans la forêt. La leçon de Frank Stone Miller a résonné au-delà des tranchées. En temps de crise, les solutions les plus inattendues peuvent venir des endroits les plus improbables, défiant la sagesse conventionnelle et redéfinissant ce qui est possible. La guerre était encore loin d'être terminée, mais un conducteur de char avait prouvé que l'ingéniosité humaine, même sous la forme d'une idée folle, était une arme plus puissante que n'importe quel blindage d'acier. La stratégie Miller, comme certains l'appelaient, commença à être formellement intégrée dans les manuels d'entraînement pour les équipages de chars alliés. Ce ne fut pas un processus facile. Des années de doctrine militaire et l'orgueil des officiers supérieurs résistaient à l'idée qu'un sergent sans grade formel ou sans entraînement de haut niveau ait pu découvrir quelque chose d'aussi fondamental. Mais la preuve sur le champ de bataille était irréfutable. Des rapports d'autres fronts où des Sherman affrontaient des tigres et des panthères sur des terrains denses ou urbains commencèrent à arriver, confirmant l'efficacité de la tactique. Des chars qui auraient été détruits en quelques secondes réussissaient maintenant à se positionner et à riposter, se sauvant non seulement eux-mêmes, mais aussi l'infanterie qui dépendait de leur soutien. Frank Stone Miller, malgré son refus de rechercher la gloire, fut promu sergent de première classe et décoré de l'Étoile d'argent pour sa bravoure et son ingéniosité. Cependant, il resta le même homme humble et pragmatique. Il ne devint pas général ou stratège de quartier général. Au lieu de cela, il fut affecté à l'aide à l'entraînement d'autres équipages de chars, partageant son expérience viscérale et sa folie contrôlée. Il voyageait entre les unités, démontrant personnellement la manœuvre, expliquant chaque nuance, chaque risque, chaque opportunité. Sa présence, la preuve vivante que la tactique fonctionnait, était plus convaincante que n'importe quel manuel. La stratégie Miller se répandit au-delà de Hurtgen. Dans des batailles cruciales comme l'offensive des Ardennes, où les forces alliées furent prises par surprise par une attaque blindée allemande massive, la capacité des Sherman à se défendre et à contre-attaquer de manières inattendues se révéla vitale. Au lieu d'être simplement submergés, de nombreux Sherman réussirent à retarder l'avance ennemie, à détruire des chars plus lourds et à gagner un temps précieux pour l'arrivée des renforts. L'effet domino fut immense. Chaque Tiger ou Panther détruit signifiait moins de menaces sur les lignes alliées, moins de pertes d'infanterie et une avance plus rapide vers le cœur du Reich. La tactique de Miller devint un symbole de la résilience et de la capacité d'adaptation des soldats alliés. Il ne s'agissait pas d'avoir l'équipement le plus avancé, mais d'utiliser ce que l'on avait de manière intelligente et courageuse. Les estimations militaires d'après-guerre, bien que difficiles à préciser, attribuèrent à la stratégie Miller un rôle significatif dans la réduction des pertes de chars Sherman et, par conséquent, dans la préservation de milliers de vies de soldats. Elle démontra que l'innovation n'avait pas besoin de provenir de laboratoires secrets ou d'esprits brillants dans des bureaux. Parfois, elle naissait dans la boue, sous le feu ennemi, de l'esprit d'un homme qui refusait d'accepter la défaite. La guerre approchait de sa fin, et l'héritage de Frank Stone Miller était déjà gravé dans l'histoire, non seulement comme conducteur de chars, mais comme un innovateur qui osa bouleverser la logique de la bataille. La guerre approchait de sa fin, et l'héritage de Frank Stone Miller était déjà gravé dans l'histoire, non seulement comme conducteur de chars, mais comme un innovateur qui osa bouleverser la logique de la bataille. Avec la fin du conflit en 1945, Frank Stone Miller, comme tant d'autres héros anonymes, rentra chez lui. Il ne chercha ni la gloire ni la fortune. Les médailles qu'il reçut, dont l'étoile d'argent et le cœur pourpre, furent rangées dans une boîte à cigares, loin des regards curieux. Il retourna dans sa ville natale de Chicago et à son ancienne vie de mécanicien, réparant des voitures et des camions, l'odeur d'huile et de graisse étant un réconfort familier après l'odeur de poudre et de fumée. Miller resta un homme humble, parlant rarement de ses exploits de guerre, préférant la tranquillité de l'atelier au bruit des souvenirs. Mais son innovation, la stratégie Miller, ne fut pas oubliée. Elle devint une étude de cas dans les académies militaires. Un exemple classique d'ingéniosité tactique sous pression extrême. Bien que les chars modernes aient évolué, la leçon de Miller sur l'adaptabilité, l'exploitation des points faibles et le courage de défier le statu quo restent intemporels. Ces principes,
d'utiliser la mobilité et la surprise pour compenser les désavantages, sont enseignés encore aujourd'hui. Un Sherman Easy 8, avec une plaque commémorative, est conservé dans un musée militaire, symbolisant non seulement le sacrifice, mais l'intelligence et l'audace qui ont façonné la victoire. L'histoire de Frank Stone Miller est un puissant rappel que les bonnes idées peuvent venir de n'importe où, souvent des esprits les plus improbables, de ceux qui sont en première ligne, confrontés aux problèmes de près. C'est une leçon sur la persistance qui vainc le scepticisme, sur les solutions simples qui surpassent la complexité et sur la façon dont l'innovation, aussi folle qu'elle puisse paraître, peut être la clé de problèmes apparemment insolubles. Son héritage transcende le temps, nous inspirant à questionner, à oser et à ne jamais accepter l'impossible. Quelles autres idées folles attendent d'être découvertes dans nos propres défis? Le courage de Miller nous invite à les trouver,